Bonjour, je suis Laurent Pérouzard, je suis architecte. Je suis peut-être parmi les rares architectes praticiens avec notre confrère Jérôme Brunet ici présent, dont j'ai le plaisir de partager la présence. Je vais rapidement vous parler d'un sujet qui nous a concernés, Jérôme et moi d'ailleurs, à un moment, qui était la reconstruction de l'hôpital de Caen, où je me suis tout simplement intéressé à ce qui avait motivé la construction de la première, du premier bâtiment construit par Henri Bernard. Et ensuite, on va essayer de faire un parallèle avec le projet qu'on est en train de réaliser sur l'hôpital de Caen. Donc on va lancer un petit film. Ce petit film raconte tout simplement l'origine, et c'est le petit film au moment de l'inauguration de l'hôpital de Caen qui dure un peu moins de 10 minutes. Donc voilà, on peut lancer le film s'il vous plaît. Le centre hospitalier universitaire de Caen se dresse au nord de la ville. Il fut mis en chantier en 1969, non sans mal. Écoutons le professeur Maurice, doyen honoraire de la faculté de médecine de Caen. Pour remplacer notre ancienne et académique école de médecine et de pharmacie, nous voulions un centre hospitalier et universitaire conçu à la fois pour 1800 malades et 650 étudiants. À cette époque, rien de semblable n'existait en Europe. Nous devions donc d'abord définir une doctrine de l'hôpital universitaire français. L'avant-projet fut inscrit au plan d'équipement 61-62 avec l'aide financière des ministères de la Santé publique et de l'Éducation nationale, celle aussi de la Sécurité sociale, du Conseil général du Calvados et de la ville de Caen, dont les soutiens ne nous ont jamais fait défaut. La première pierre fut posée par les étudiants. Ce canular de carabins témoignait de leurs espoirs. La conception du futur CHU avait été confiée à M. Bernard de Paris, Grand Prix de Rome, membre de l'Institut, et à M. Dureuil de Caen, architecte des monuments historiques. M. Bernard et ses collaborateurs exposent les données du projet. J'ai été chargé vers 1955 de reconstruire l'hôpital de Caen et la faculté de médecine de Caen en association avec mon confrère Pierre Dureuil, architecte en chef des bâtiments civils, qui, à son grand gré, n'a pu venir aujourd'hui, est en souffrance. Je signale que cette opération s'est faite au moment même où la loi Debré, ce que nous appelons la loi Debré, c'est-à-dire le décret de 58, qui a réintégré l'enseignement de la médecine dans l'hôpital, venant d'intervenir, la conception des grands hôpitaux était complètement transformée. Initialement, on construisait des facultés quelque part, des hôpitaux ailleurs. Aujourd'hui, on est affronté à un problème tout à fait différent, qui est celui de la médecine de synthèse. Qu'est-ce que c'est que l'hôpital que nous avons tenté de faire? C'est ce que j'appellerais, par contraste avec le passé, l'hôpital paquebot, dans lequel tout est intégré. Pierre Mougin, si tu veux bien, oui, expliquer en quelques mots la différence de ces conceptions. Alors en ce qui concerne le CHU Caen, l'étage courant illustre déjà cette doctrine d'hôpital compact, et nous avons de caractéristique pour cet hôpital de Caen l'apparition quasiment d'un quadruple couloir qui stratifie les différentes fonctions. Les chambres étant en façade, de part et d'autre de ce H, alors que dans les parties centrales vont se trouver tous les éléments de service, aussi bien les points de montée mécanisés que tout ce qui est nécessaire à la vie d'une unité de soins. Alors nous voici face à la maquette, qui est la maquette d'exécution bien entendu. On aperçoit la tour avec tous les étages d'hospitalisation. Je signale sur cet ensemble qu'un règlement de sécurité pour les immeubles de grande hauteur étant intervenu en cours de route, il a fallu modifier le projet. C'est pourquoi vous voyez ici, de chaque côté de la tour, une sorte de coup de sabre qui a pour but d'éviter l'incendie se propageant un jour de la galette vers la tour. On peut dire en conclusion que cette opération est strictement conforme non seulement à la lettre, mais à l'esprit du décret que nous appelons la loi Debré. En effet, c'est le type de l'intégration totale dont il n'existe, je crois, à ma connaissance, pas d'autre exemple, étant donné que la doctrine a un peu évolué depuis. L'hôpital paquebot est ancré dans le roc par des puits de béton de 15 mètres pour équilibrer les poussées des plus fortes tempêtes sur la tour haute de 100 mètres. Aussitôt commence la construction de la galette. 4 niveaux de 20 000 mètres carrés dans un quadrilatère de 140 mètres de côté.
3 chiffres donnent l'ampleur du programme. Le CHU de Caen est conçu pour 1317 malades et 1000 étudiants, et pour un effectif médical, administratif et technique qui dépasse 4000 personnes. Le centre hospitalier universitaire de Caen dispose de 800 chambres de malades, à un seul lit pour le tiers d'entre elles, à 2 lits pour les autres. Mais il compte 6000 pièces au total pour les soins et l'hôtellerie, l'enseignement, la gestion et le fonctionnement matériel de l'établissement. Il faudra 300 000 journées de travail pour construire le CHU de Caen. Près de 3300 tonnes d'acier seront employées pour l'armature et près de 120 000 mètres cubes de béton seront coulés. Les 16 niveaux supérieurs surgiront ensuite à la cadence d'un étage supplémentaire tous les 10 jours. Il n'était pas question, bien sûr, de construire en traditionnel un immeuble haut de 100 mètres. La technique de la préfabrication avait été choisie. Une véritable usine provisoire fut installée sur le chantier. Pour l'été 72, le CHU domine déjà Caen, entre ses 4 grues géantes. Dans les étages terminés, les travaux de finition intérieure commencent avec l'application partout d'une couche épaisse d'enduit ignifugeant. À la fin de l'année, il faut survoler le CHU en avion pour prendre la véritable mesure du chantier et le situer au milieu des 30 hectares du domaine hospitalier dont il est la pièce maîtresse. À l'état brut, gros œuvre terminée, chaque aile du H n'est encore qu'une seule salle immense débouchant sur le noyau central de l'étage. Des cloisons la découpent alors pour créer les 6000 pièces prévues sur les plans du CHU, 120 en moyenne pour chacun des 16 niveaux d'hospitalisation. Au début de l'année 1973, le centre hospitalier universitaire de Caen a déjà pris à l'extérieur son aspect définitif. Tout en haut de la tour se terminent les travaux d'étanchéité de la grande terrasse du 22e niveau, d'où l'on découvre un panorama immense. Ici, la ville neuve d'Hérouville à l'est. 100 mètres plus bas, au sol, l'usine foraine de préfabrication a été démontée. Tout en haut de la tour, voici la machinerie automatique des ascenseurs. Le CHU de Caen en possède 20, répartis en batterie dans le noyau central. 6 pour les visiteurs et le personnel, 8 pour le transport des malades et l'approvisionnement des services. 4 pour les consultations externes dans l'aile nord-ouest du H. Et 2 ascenseurs rapides, 2,5 mètres par seconde, pour les déplacements urgents des médecins. Au niveau 4, le service de sécurité veille jour et nuit. Là aussi, le CHU est un hôpital paquebot. Comme sur l'évacuation, il y a 18 escaliers, dont 4 extérieurs au bout des ailes. Le tableau de bord découpe le CHU en tranches. Les voyants donnent l'alarme au moindre incident. Chaque lit, chaque pièce et même les sanitaires sont dotés d'interphones et de boutons d'appel. Ces appels se répercutent sur le synoptique du hall d'accueil. Ce grand panneau blanc, d'un galbe très contemporain, fut admiré au SICOB. Chaque chambre est numérotée. Les voyants signalent la présence d'une infirmière ou l'appel d'un malade. Alors là, nous sommes maintenant dans le hall principal des visiteurs. On veut que cela ressemble à la fois à un shopping center, à un hall de grand hôtel, que les gens qui viennent ici n'aient plus cette impression qu'ils avaient autrefois de l'hôpital. Juste dans l'axe de l'entrée, on aperçoit cette grande banque, traitée un petit peu comme une soucoupe volante, en acier inoxydable. Quant à la décoration générale du hall, elle est traitée en marbre veiné blanc, elle est traitée en plafond de bois exotique foncé et en plafond acoustique. Les premiers malades, ceux du service de pneumologie du professeur Leménager, entrent au CHU le 16 septembre 1975. Ils sont accueillis par la direction et par Maître Giraud, sénateur maire de Caen et président du conseil d'administration.
Au niveau 5 de la tour, le CHU possède un bloc opératoire de 12 salles majeures et 3 mineures, plus 3 salles de plâtre. 12 autres salles d'opération, dont 8 majeures, sont réparties entre le service des urgences, directement accessible par la façade Est, et dans 3 étages de soins spécialisés. Le secteur universitaire justifie la dernière lettre du sigle CHU. 1 millier d'étudiants en a pris possession à la rentrée 1975. Autour de son propre hall, la faculté de médecine dispose, au nord de la Galette, d'amphithéâtres, de salles de travaux pratiques, de laboratoires de recherche. Et bien sûr, d'une bibliothèque médicale et scientifique où des expositions sont organisées. La faculté de médecine a coûté 16% du prix du CHU, 314 millions, dont les 3/4 pour la construction, soit le double du Concorde ou du pont de Tancarville. Mais ce n'est qu'une partie de l'effort de la collectivité. Le plan de masse du futur plateau hospitalier le montre. Le CHU apparaît comme le roi d'un échiquier de 40 hectares. Au nord, un vaste programme reste à bâtir. L'ensemble constituera, aux portes de Caen, une ville de 20 000 habitants vouée à la santé publique. Donc rapidement, je vais vous présenter Henri Bernard. Qui est Henri Bernard? C'est évidemment un architecte... Ah mince, non, excusez-moi, voilà, le retour. Henri Bernard est un architecte, donc diplômé de l'État. À l'époque, il a été Grand Prix de Rome, donc c'était un architecte, ce qu'on appelait un architecte en chef des bâtiments, bâtiments civils et palais nationaux. Il a eu un atelier, en tous les cas, à l'école des Beaux-Arts, et il a été urbaniste de Grenoble. On s'intéresse à lui principalement, donc, puisque on est concerné par le CHU de Caen et sa reconstruction. Il se trouve que ce n'est pas le seul CHU qu'on va reconstruire. Donc c'est quelque chose qui nous questionne. Pourquoi on arrive derrière un architecte comme celui-ci et que 50 ans après ses réalisations, on est amené à réaliser de nouveaux bâtiments. Et c'est le cas sur l'hôpital Trousseau à Tours, mais c'est aussi le cas sur l'hôpital de Grenoble-Michalon. Henri Bernard a construit et réalisé à Caen une magnifique université, très très belle. La maison de la radio, c'est vraiment son fleuron et le bâtiment le plus emblématique en tous les cas qu'il a réalisé. Mais il y a aussi le palais de l'Europe à Strasbourg, qui est un bâtiment assez institutionnel, très institutionnel même. Qu'est-ce qui a été à l'origine du projet? Donc c'est évidemment, comme le rappelait Henri Bernard lors de la présentation de son projet, la réforme de Bray. C'était donc la vocation qui était assignée aux hôpitaux à regrouper non seulement évidemment les soins, l'enseignement et la recherche. Et c'était à une époque où les médecins, je pense, bénéficiaient d'une aura assez particulière. On sortait de 2 guerres qui avaient quand même pas mal éprouvé la médecine, mais qui l'avaient rendue aussi plus mature, avec en tous les cas les médecins qui avaient acquis un vrai pouvoir, en tous les cas une vraie reconnaissance du monde social, et donc qui avaient un vrai pouvoir. Et en gros, dans l'organisation qui s'est mise en place, les patrons ont fortement conseillé justement les architectes pour essayer d'intégrer à leur projet une compacité de lieu qui concernait non seulement évidemment la partie des soins qui était administrée aux patients, mais aussi la partie enseignement. Donc il fallait qu'il y ait les enseignants qui soient là, et puis il y avait tous les élèves qui étaient là, et la recherche. Il y a eu à cette époque-là aussi de nombreuses, mais ça, Lila, on a parlé ce matin, on va passer de nombreuses visites qui ont eu lieu avant-guerre et aussi après-guerre, je pense, aux États-Unis. Il y avait évidemment une diffusion via les magazines d'architecture de justement tous les exemples qui se faisaient en Europe, mais aussi évidemment aux États-Unis. Il y avait aussi, à cette époque de la reconstruction, un ministère de la Santé qui était très actif sur la reconstruction elle-même et qui se posait la question de la reconstruction de différents hôpitaux à différentes échelles avec des modèles qui étaient vraiment à l'époque de la préfabrication, des modèles qui étaient imaginés pour des hôpitaux de 60 lits, des hôpitaux de 90 lits, qui étaient les modèles V60, V90, qui sont plutôt ce qu'on appelait des EHPAD, enfin qui sont devenus des EHPAD et qui accueillent des personnes âgées. Et évidemment, tous ces projets sont de manière générale générés par une demande de réduction des coûts. À l'époque, ça c'est un croquis d'Henri Bernard que j'ai extrait d'une recherche qui a été effectuée par un jeune Léo Noyer-Duplex,
qui montre le croquis d'Henri Bernard à l'époque de l'hôpital Paquebot. Donc on a la synthèse à la fin. Et toutes les références sont présentes. Celles dont on a parlé ce matin sont présentes. Évidemment, l'hôpital de Lille, l'hôpital Saint-Lô où on est actuellement. Évidemment, Lariboisière, Paris 1930. Et on vient d'en parler à l'instant, l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Et puis évidemment, les hôpitaux historiques comme évidemment Lariboisière ici. L'iconographie, c'est aussi... Alors, pourquoi l'hôpital Paquebot? Donc, c'est vraiment... là, j'ai pris tout simplement la référence de Corbu et on ne peut pas ne pas échapper à cette référence, en tous les cas. Du reste, Henri Bernard en parle. C'est vraiment tout en un. On est complètement isolé du monde, mais on trouve tout ce qu'on a besoin sur un paquebot. Et c'était cette référence qui a semblé, en tous les cas, porter le discours d'Henri Bernard. Et puis, la compacité, un travail sur un hôpital très compact dans lequel on retrouverait toutes les fonctions. On ne va pas reprendre il y a une première citation, mais je pense que vous connaissez tous. Et il y a un schéma que j'ai retrouvé dans un livre qui est assez intéressant. Il est bien ultérieur à la construction, mais malgré tout, la coïncidence fait que c'est Nelson qui a fait ce schéma. Peut-être que Donato pourra nous en dire plus, parce que moi j'ai la référence et l'édition de ce schéma est 1971. Peut-être, il se peut très bien qu'elle soit antérieure, puisque à l'époque où il a travaillé en effet sur l'hôpital de Lille, il est vraiment dans ces problématiques. On est donc avec des étages qui sont des étages d'hospitalisation, et on va dire ce qui caractérise une galette. On a parlé de galette pour l'hôpital Saint-Lô, mais c'est aussi le terme qui était employé sur l'hôpital de Caen. On parle de la galette horizontale et puis on parle de la tour en opposition. Dans la galette, on retrouvait un certain nombre de fonctions qui sont en général des fonctions transversales de consultation, d'urgence, d'imagerie médicale, enfin tout ce dont on a besoin pour les niveaux supérieurs. Et parfois, on isolait. Alors là, c'était un schéma assez... c'est presque l'arbre. Enfin, du reste, l'allégorie est assez belle, en tous les cas, de Nelson. Et on pouvait isoler en effet la maternité, comme on l'a vu sur les hôpitaux les plus anciens. Donc ça, c'est les premiers croquis. Alors, ce que vous avez compris, c'est que l'origine de la demande pour la création de l'hôpital de Caen, c'était 1955. Il est livré en 1973, donc pratiquement 20 ans après. Les temps sont très très longs, en tous les cas pour la réalisation de certains projets hospitaliers. Et celui-ci a vu un certain nombre d'esquisses. Et évidemment, les esquisses, à l'époque, il y avait aussi des ARS. Dommage que le directeur de l'ARS n'est plus là, mais sanctionnés. C'est-à-dire qu'ils étaient jugés bien trop nobles, trop larges et trop grands. Donc, il fallait sabrer le projet, principalement le programme. On a réduit le nombre de lits. Et donc, le projet est arrivé à son terme. Là, on ne va pas rentrer dans les esquisses, mais voilà, c'est bien la maquette qu'on percevait qui était à la base de la présentation d'Henri Bernard tout à l'heure, et c'est en gros l'organisation. Alors je pense que dans le détail, M. Frédéric Marie pourra nous dire si c'est réel, mais enfin, sur le détail de la répartition fonctionnelle, en effet, en bleu, vous avez principalement les chambres d'hospitalisation, en vert, il y avait des zones de consultation, et puis en orange, il y avait une zone d'enseignement et de recherche, mais en gros, c'était sur un seul même niveau, le spécialiste, le patron spécialiste, qui avait en effet toute son activité qui était à l'étage. On est arrivé, nous, en 2017, pour justement faire le concours du nouvel hôpital. Et j'ai simplement repris ce qui était à l'époque, ce qu'on appelle la doctrine, ou en tous les cas, ce qui figurait dans le programme d'origine. Donc, et je pense que c'était la même question pour Henri Bernard à l'époque où il est arrivé. Il fallait rompre avec les organisations. Il y avait toujours cette image de rupture avec ce qui avait été fait précédemment. Et là, on était aussi dans un souhait de rupture. J'ai repris les éléments du programme, tout simplement. Donc, rompre délibérément avec le modèle acquis. 3 piliers essentiels pour le CHU, donc évidemment un plateau technique évolutif, on a parlé d'évolutivité, on ne va pas revenir dans le détail, secteur de soins critiques regroupés, ça, il y a un sujet sur le regroupement des différentes activités hospitalières, des urgences organisées en filière, parce que c'est vrai qu'on se posait la question, tout le monde rentrait aux urgences et les traitements se faisaient de façon très très longue. 4 axes principaux, un seul et même bloc opératoire, ça c'était un élément important. Un plateau de soins critiques qui était totalement regroupé avec la réanimation, les soins intensifs, enfin tout le reste, un plateau technique en tous les cas de soins critiques. Un plateau de consultation spécifique, des laboratoires qui étaient identifiés, isolés, un secteur d'hospitalisation aussi indépendant, puisqu'il était demandé pour ce secteur d'hospitalisation d'avoir une entrée. Il y avait une entrée principale de l'hôpital, mais il y avait aussi une entrée qui était dédiée aux hospitalisations. Donc de fait, ça génère des morphologies et des implantations différentes. Et puis, à cette époque, il y avait un grand fantasme sur le numérique à l'hôpital qui, malgré tout, rentre
et commence à se faire une vraie place dans l'hôpital, mais qui était balbutiant à l'époque, et ce thème de l'évolutivité qui est un sujet récurrent pour l'ensemble des hôpitaux, pour les différentes raisons qu'on connaît. Et évidemment, la reconstruction était principalement liée par l'amiante. On a vu dans le film quelqu'un qui projetait une matière ignifuge, qui est en définitive le cancer du bâtiment aujourd'hui, et qui est inexploitable pratiquement pour cette raison. Donc là, on retrouve tout simplement l'emprise du bâtiment d'Henri Bernard et l'arrivée de notre bâtiment. L'arrivée de notre bâtiment, elle est relativement simple. On a repris l'ensemble des activités qui étaient situées dans les niveaux supérieurs, qu'on a réorganisées au sol. Et le grand sujet, c'était évidemment, alors voilà, l'image globale du projet, ça a été d'opposer au plein d'Henri Bernard, opposer un vide qui offre toutes les qualités d'un nouvel accueil, d'une nouvelle aménité, en tous les cas pour l'hôpital, et qui est principalement, aujourd'hui qu'on a dénommé l'Oasis à l'époque, qui est le lieu de desserte et d'entrée de toutes les fonctions hospitalières. On avait imaginé et on a mis en place un périphérique, enfin une forme de ring hospitalier autour duquel on tourne et qui sanctuarise ce lieu comme étant un lieu dédié soit au transport en mode doux. Il y a quand même un transport, il y a un bus parce qu'il faut quand même amener malgré tout les gens devant le hall, mais c'est principalement en tous les cas usité par le personnel, le public et les piétons et les vélos. Un seul axe qui traverse principalement donc est-ouest ici, pardon, nord-sud de ce côté-ci, et qui est un axe qui est dédié à la dépose des malades couchés. Et puis tout le reste est totalement privilégié, en tous les cas, est dédié aux soins. On n'aperçoit pas ici, on aperçoit, oui, plutôt la partie droite, qui est en définitive la partie qui a été totalement libérée par la tour. Mais on nous a demandé, sur les dernières perspectives, de remettre la tour quand même. Parce que c'est vrai que la présence de la tour, la question de sa démolition aujourd'hui est en jeu. Et on ne va pas rentrer, ce n'est pas le sujet de cette présentation. Premier élément du programme, les laboratoires qui sont réalisés. Une partie de l'administration et de la logistique qui se sont regroupés dans un seul et même bâtiment. Des hospitalisations qui sont en R+5 et qui sont plus du tout en R+23. Enfin, c'était 23 niveaux, mais ce n'était pas jusqu'au 23 parce que le 23e était concerné par une grande salle de conférence. Mais voilà, 5 niveaux d'hospitalisation autour de jardins qui sont au centre, qui donnent en effet sur l'Oasis, et puis d'un plateau technique qui aujourd'hui est complètement réorganisé autour d'un accueil pour les patients ambulatoires. Alors ça, c'est une comparaison que j'ai faite très rapidement d'un certain nombre de données que j'ai essayé c'est encore assez inachevé, mais malgré tout, qui montre l'écart, les mètres carrés. Alors il y a des mètres carrés qui sont parfois assez étonnant entre les deux, mais on voit bien que le nombre de lits a considérablement évolué. Aux 1300 lits de la construction, évidemment, aujourd'hui, on a simplement 600 lits, mais par contre, on a 300 places d'ambulatoire, donc on est environ 900. On a réduit, donc l'hôpital, de manière générale, a réduit le nombre de lits, mais malgré tout, on est évidemment sur une réduction forcément des surfaces. Le personnel, ça, il faut se méfier parce que c'est les comptes pour le personnel, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on ne sait pas toujours quels sont les équivalents temps plein qui travaillent sur un site et qui sont l'hôpital à plusieurs sites, en tous les cas dans Caen. Donc ça, il faut se méfier. Mais sur les durées d'études, alors j'aurais pu rajouter aux durées d'études, celles qui ne sont pas ici, puisque je suis parti la durée d'études pratiquement de l'obtention du permis de construire pour la tour, donc 4 ans d'études et 4 ans plus 2 ans de chantier de mise en place, en tous les cas de l'activité dans le nouvel hôpital. Ça a été assez long parce que je pense que du point de vue de l'organisation, ça a été un tel choc au moment où les gens rentraient dans cet hôpital vertical compact qu'il a fallu vraiment que les gens pratiquent, en tous les cas les différents services pratiquent cet hôpital pour se l'approprier. Et nous, on est à peu près sur des temporalités qui sont à peu près équivalentes. On a réduit globalement les temps d'études. Par contre, on est sur des chantiers qui sont à peu près, un peu plus longs. On ne va pas rentrer dans le détail des coûts parce que de toute façon, les coûts, on passe de milliards en francs. Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop s'éterniser là-dessus. La comparaison, en gros, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir que systématiquement, sur ces deux projets, quand on arrive, où Henri Bernard arrive en 1960 ou un peu avant 1960, il s'agit quand même de construire un hôpital en rupture avec les modèles existants. Donc ça, c'est vraiment
presque la première question qui est posée à l'architecte qui arrive. Deux projets qui sont en rupture avec les modèles précédents, on vient d'en parler. Projet d'hyperconcentration des moyens, l'hôpital Paquebot, opposé évidemment à un projet qui est plutôt une reconstruction, alors pas de type pavillonnaire, mais malgré tout, quand même avec des constructions qui, pour chacune, ont une fonctionnalité assez différente les unes des autres et très complémentaires dans l'organisation. On a des organisations sociales et sanitaires différentes. On en a parlé tout à l'heure, le grand professeur de médecine qui organise toute son activité autour de ces lieux géographiques, en tous les cas. Et puis, nous, surtout, un regroupement autour du patient pour le deuxième, l'Oasis hospitalier, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre toutes les ambitions de la T2A et évidemment passer et réduire le nombre de lits en passant et en augmentant en tous les cas l'activité d'ambulatoire. Donc l'objet de l'hôpital aujourd'hui en tous les cas, demain quand il va ouvrir en tous les cas à Caen, ça va être d'offrir des circuits extrêmement courts entre un accueil du patient, son opération et ensuite une remise à la rue. Donc c'est vraiment une organisation qui est complètement différente. Un hôpital, c'est vraiment une chorégraphie des flux et il faut que l'ensemble de cette chorégraphie vienne tangenter des lieux où se trouve un patient, où se trouvent potentiellement des médecins et parfois sans se croiser, on en a parlé aussi tout à l'heure sur les flux. Aujourd'hui, simplement en conclusion, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles qui organisent, en tous les cas, il n'y a pas de transition directe d'un programme à une morphologie particulière. Le projet est avant tout projet est avant tout une demande sociale, c'est-à-dire que, bien heureusement, on vient voir un architecte parce qu'il y a une demande effective qui est une demande sociale. C'est toujours en tête la question de Vitruve et la trilogie vitruvienne. L'usage précède toute construction. Et la réflexion, Zumthor en parlait tout à l'heure, autour de l'usage, les questions d'usage qui sont inscrites dans une demande sociale, elles sont essentielles pour un architecte. Il faut que l'architecte apprenne à les maîtriser, à les comprendre. Alors évidemment, il peut travailler sous influence, et c'est nécessaire et normal, mais malgré tout, il faut les comprendre, et ensuite, à l'architecte, en effet, de mettre en œuvre son projet. Aujourd'hui, la question de la solidité, si j'apporte le deuxième thème de la trilogie vitruvienne, elle est fortement questionnée évidemment par toutes les questions environnementales, mais surtout, et on s'en aperçoit aujourd'hui, la dimension, la vénustas, ou en tous les cas la manière dont un projet s'intègre dans une culture particulière, ou une culture générale, et la manière dont les architectes font état de leur culture, en tous les cas, travaillent à partir de leur base culturelle, est un élément essentiel. Et je vois bien que ce matin, l'objet de toutes les recherches tourne autour de ça. Qu'est-ce qui a généré, qu'est-ce qui a motivé et quelle culture était là, présente à l'époque de la construction de n'importe quel projet. Donc voilà, merci en tous les cas. Et c'était un simple petit témoignage. Très bonne fin de journée.